Bonjour tout le monde, un grand plaisir d'être avec vous ce midi. Euh, midi conférence en sécurité alimentaire, donc une activité qui est organisée par le chantier d'Avenir et qui se veut comme une tribune, un cadre d'échange pour mettre en avant les initiatives, les bonnes pratiques, les stratégies d'amélioration de la sécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment toute une série. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'initiative, on va prendre davantage sur l'initiative Nourrir l'humanité durablement. Mais avant d'aller plus dans le vif du sujet, peut-être quelques consignes. Euh, si vous, S'il vous plaît, maintenez vos micros fermés. Donc, on aura certainement un temps d'échange où vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour intervenir, faire vos commentaires, vos questions. OK, donc comme je l'ai dit, c'est enregistré aussi. Euh, donc, comme c'est un premier, en fait, bon, j'ai demandé à ce que la vice-doyenne aux études de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Madame Lynn Letourneau, puisse glisser un mot tout au long. Donc, depuis le début du chantier, elle accompagne ce qu'on fait. Donc, on aura plusieurs, c'est mensuellement, on aura plusieurs, mais comme c'est le tout début, je l'ai invitée et puis elle a accepté gracieusement de nous glisser quelques mots. Donc, comment ça va se passer? Je vais, dans un premier temps, lui passer la parole. Après, je vais passer une courte vidéo. Je vais comme résumer un peu l'initiative, Nourrir l'humanité durablement. Et après, on va inviter M. Simard à nous parler plus en détail. Donc, une trentaine de minutes et on aura les 30 autres minutes pour pouvoir échanger. Donc, en gros, on parle d'une heure maximum pour pouvoir faire ce midi-conférence-là. Alors, si vous êtes prêts, je vais inviter Mme Ligne Tourneau. Parfait, merci beaucoup, Eddie. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, parfait, excellent. Je suis vraiment très honorée, très heureuse d'être avec vous ce midi. Puis je trouve parce que c'est une très belle initiative, Kelly, que c'est Midi-conférence en sécurité alimentaire. Bon, Eddie a mentionné que je j'accompagne le chantier d'avenir en sécurité alimentaire depuis le tout début. C'est vrai que c'est un projet dans lequel je me suis investie vraiment considérablement compte tenu du fait que c'est un programme qui, à mon sens, est innovant du fait qu'il est axé sur l'expérience sur le terrain des étudiants, qu'il permet de mettre en commun l'expertise des organismes qui travaillent en sécurité alimentaire avec celle de nos étudiants du programme et des professeurs qui agissent comme conseillers pour la réalisation des projets d'intervention. Donc, on a vraiment une belle collaboration, une belle synergie entre l'université, la faculté et le milieu de la lutte à l'insécurité alimentaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très particulier puis d'innovant aussi dans le fait que ce soit un programme qui n'est pas disciplinaire, mais qui est axé sur un enjeu, un défi sociétal. Et donc, les midi-conférences, eh bien, ils sont à l'image de ce que représente de la vision dont est porteuse le chantier d'avenir en sécurité alimentaire, la maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire, en ce qu'elle rassemble pour une heure, pour la durée d'une heure à tous les mois, des interlocuteurs qui viennent du milieu, des étudiants, des professeurs aussi qui peuvent se joindre, des enseignants qui se joignent à la discussion. Et ça, je trouve ça vraiment très enrichissant qu'on puisse contribuer, que la maîtrise puisse contribuer via cette activité à enrichir l'expertise et l'expérience de toutes les parties prenantes en sécurité alimentaire. C'est une belle façon de mettre en place une communauté de pratiques vibrante et vivante, dynamique, qui associe l'université et la société. Donc, je suis très heureuse, Élie, que tu m'aies accordé
quelques minutes là, pour pouvoir lancer cette première saison des midi-conférences en sécurité alimentaire. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle, de très beaux échanges au fil de la session. Je m'excuse à l'avance, je ne pourrai pas rester tout le long pour l'heure au complet parce que j'ai un emploi du temps qui est un peu chargé aujourd'hui, mais je reste néanmoins là, pour le début voyons, de la conférence. Excusez-moi pour ma langue qui fourche. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. Merci pour ces mots très appréciés. Fait que je vais partir la petite vidéo donc qui va mettre la table et qui va nous permettre de pouvoir passer tranquillement la parole à M. Richard Sima. Donc, c'est parti. Depuis toujours, les sociétés et les nations se sont développées grâce aux pratiques agricoles et alimentaires adaptées à leur territoire. Les nations ont toujours compris l'importance d'échanger entre elles ce qu'elles ont de meilleur, y compris leurs produits agricoles et leurs coutumes alimentaires. Mais depuis quelques décennies, il s'est produit un déséquilibre entre la primauté des intérêts économiques et le maintien de la biodiversité, la protection de l'environnement, la protection des ressources agricoles et la diversité culturelle. Les règles du commerce international, hein, on sait que c'est la création de l'OMC 1996, suite aux accords de Marrakech, sont fondées uniquement sur la performance économique. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des inégalités du fait de la taille des pays, du fait de la richesse économique, etc. Et donc, le combat est inégal entre ces pays. Les producteurs des pays du Sud sont toujours victimes de ces politiques imposées qui leur tombent par le haut, qui sont imposées à leurs dirigeants et dont les effets sont très dévastateurs dans leur vie au quotidien. Ces politiques visent principalement à soutenir les industries des pays les plus puissants, faire en sorte que ces productions rentrent en compétition inégale avec les productions des pays les plus vulnérables. Si on ne reconstruit pas une connaissance mutuelle et une volonté de co-construire autour des enjeux qui se posent aujourd'hui autour de notre humanité commune, on ira toujours davantage vers un monde qui deviendra de plus en plus dangereux pour tout le monde. Il faut penser vente locale, il faut penser nourrir le monde, ceux qui sont autour de nous. Même avant même de dire on va nourrir ceux et celles qui sont à Port-au-Prince dans la capitale. Si l'agriculteur ou l'agricultrice est capable de produire suffisamment, plus d'enfants iront à l'école. Parce que le paysan va pouvoir vendre, nourrir sa famille, vendre pour pouvoir payer les dépenses pour l'éducation de leurs enfants. Donc, si tu es bien nourri, ce n'est pas un souci, tu es capable de réfléchir pour l'avenir de ta population, pour l'avenir de ton pays. On a une dégradation des ressources naturelles, ce qui pose un problème très, très sérieux. Parce qu'on sait très bien que la démographie va continuer à augmenter, probablement jusqu'à 10 ou 11 milliards d'habitants. Et donc, il faut nourrir toute cette personne. Et pour ça, on a besoin de toutes les ressources naturelles et de les utiliser de façon raisonnée. Et les derniers chiffres montrent que, suite notamment à l'impact du Covid, mais il y a d'autres raisons, la faim dans le monde a augmenté de presque 20% entre 2019 et 2020. Il est donc d'une importance capitale de rééquilibrer le cadre juridique international pour favoriser l'autonomie alimentaire des nations et leur sécurité alimentaire, et surtout protéger nos ressources naturelles que sont les sols et l'eau, tout en maintenant les avantages de la mondialisation et des échanges commerciaux. C'est penser globalement, penser à la terre nourricière, penser aux paysans et paysannes qui sont prêts, qui continuent à se battre pour nourrir le monde. Parce que sans eux, sans l'agriculture, on n'aura rien. Le monde va s'effondrer dans pas beaucoup de temps. Pour nourrir durablement l'humanité,
les organisations des producteurs, les sociétés civiles, les organisations de défense des droits humains, tous ensemble, nous devons nous donner la main, nous battre ensemble pour des politiques plus justes, plus équitables, pour respecter les droits humains et qui nourrissent les êtres humains et qui préservent la durabilité de notre chère planète. Parce qu'on constate qu'au niveau politique, les choses vont beaucoup plus lentement. Et donc, s'il n'y a pas une pression de la société civile, des consommateurs, des citoyens, des organisations professionnelles sur les gouvernements, les choses iront très lentement. Donc, il faut absolument encourager ce mouvement, nourrir l'humanité durablement, parce qu'il émane à la fois des organisations professionnelles agricoles et agroalimentaires, et puis de la société civile. Nous avons lancé le mouvement Nourrir l'humanité durablement pour proposer un nouveau cadre juridique international. Cela passerait, par exemple, par une convention reconnue par les Nations unies, comme celle sur la biodiversité ou les changements climatiques. Pour l'avenir de notre planète et les générations futures, il faut changer les paramètres du système alimentaire mondial. Donner une voix forte à notre mouvement. Rejoignez-nous. Et voilà. Alors, ça nous permet d'avoir une aperçu de voir les enjeux qui sont là, qui dépassent les frontières. Il y a véritablement lieu de réfléchir, de transformer en profondeur les pratiques. Alors, on accueille justement pour comprendre davantage ce que l'initiative Nourrir l'humanité durablement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les prochaines étapes? Okay, on accueille M. Richard Sima, qui est le coordonnateur de cette coalition-là. Donc, je te laisse aller, Richard, pour te présenter comme il faut et puis de nous parler plus en profondeur par rapport à cette initiative. Merci beaucoup, Élie, et merci beaucoup à... Il faut peut-être changer la façon dont tu partages, Est-ce que tu as deux écrans, c'est ça? Ou est-ce que... Oui, j'ai deux écrans. Est-ce que ça dérange? Est-ce que vous voyez bien la projection ou non? En fait... Est-ce que vous voyez la présentation? On voit le mode présentateur, M. Simard. On voit la diapo, puis on voit la diapo suivante. Donc, on voit le mode présentateur. Si je fais... Alors, comment je fais à ce moment-là? Lancer? Non, ça va pas. Arrêter votre partage et choisir l'autre écran. L'autre écran, en fait, oui. Est-ce que comme ça? Attendez, c'est la même chose, là. Oui, ça, c'est bon, c'est parfait. Ah oui? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, merci. Même si ça fait 3 ou 4 ans, on est encore à chaque fois en train de se réadapter. Écoutez, je veux débuter rapidement parce qu'on a peu de temps, puis je veux quand même vous mettre la table pour qu'on puisse avoir quelques minutes à la fin pour échanger. Ouais. Et puis, oui, c'est un super honneur pour moi de commencer cette séance, cette session de conférence, là. Je trouve et merci de l'invitation, parce que la coalition, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, je suis loin d'être seul, il y a du monde extraordinaire autour de ça, et c'est de ces gens-là dont je vais vous parler. En fait, quand Élie m'a invité, j'attendais une classe de maîtrise, là, 8, 10 étudiantes. Finalement, quand il m'a envoyé une liste d'une 60aine de personnes inscrites, j'ai dit « Oh là là, il a beaucoup d'amis, notre ami Élie, et je le félicite. » Je salue par ailleurs nos amis de l'extérieur du Québec, du Canada, du Burkina ou d'ailleurs des autres pays d'Haïti. J'ai vu des noms du Togo, du Bénin, etc. Alors, bravo et merci d'être présent. Je veux préciser d'emblée que la coalition n'est pas ni un centre de recherche, ni une organisation de gestion de projet. On ne fait pas de gestion. On est plus une organisation à très petit budget par ailleurs, mais c'est plus une organisation de plaidoyer. Alors, vous l'avez vu un peu dans la vidéo, il y a une vision, il y a une perspective un peu politique qui est derrière l'idée, et c'est de ça qu'on va parler. Je le précise aussi, puisque je suis devant un groupe d'experts, expertes, qu'il y a plusieurs thèmes que je vais présenter qui ne sont absolument pas étrangers pour vous, au contraire. Vous en avez entendu parler et vous travaillez dans ce domaine-là. Donc, je le fais simplement à titre de rappel pour mettre la table au niveau de qu'est-ce qui nous motive au sein de la coalition.
Moi, je suis coordonnateur depuis octobre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an et quelques mois, et je découvre de jour en jour les perspectives. Mais on va y revenir là-dessus. Alors, si je... Attendez, je vais faire ça comme ça. Ça ne bouge pas. Eh bien, je pensais que ça marchait, mais... Ah, voilà. Oui. Très rapidement, mon parcours professionnel, je l'ai dit, mon alma mater, hein, j'ai étudié en nutrition à l'Université Laval et j'ai fait une maîtrise en santé communautaire à l'Université de Montréal. Donc ça a été mon parcours professionnel, mais très rapidement, j'ai bifurqué vers la coopération où j'ai été nutritionniste pendant 3 ans au Nicaragua. Et je dois avouer que ça m'a vraiment fait littéralement bifurquer vers la coopération internationale. Ensuite, j'ai été responsable du financement et de l'éducation à SUCO pendant 6 ans. J'ai été 13 ans chargé de programme en Amérique latine à développement et paix, où on avait des projets partout, où j'ai pu découvrir et constater des réalités absolument incroyables. Et surtout des gens motivés, exceptionnels, des partenaires du Sud qui sont encore mes inspirations. Et malgré que j'ai quitté Développement et paix en 2011, beaucoup de ces gens sont encore de mes amis et collègues. Je donne un cours au Cégep de Rivière-du-Loup en gestion de projet de coopération depuis 2009, donc c'est une partie un peu aussi de ma passion, la façon de passer les messages. J'ai donné 3 années de cours aussi, une introduction à la coopération à Polytechnique. Ensuite, j'ai été directeur des programmes à l'Organisation Terre sans frontières. C'est d'ailleurs avec Terre sans frontières où j'ai commencé à me rendre en Afrique, parce que vous voyez, mon expérience était essentiellement en Amérique latine. Et à partir de 2011, j'ai commencé à me balader, à visiter et appuyer d'extraordinaires projets un petit peu partout dans 7 ou 8 pays d'Afrique. Et aussi avec Mission Inclusion, où j'ai coordonné un très vaste projet que j'ai d'ailleurs présenté ici au chantier, un projet qui s'appelait IMSA, Innovation et Mobilisation pour la sécurité alimentaire, qui comprenait des actions au Burkina Faso, Pérou et Bolivie. Alors imaginez, 3 pays. On avait mis ces 3 pays-là ensemble et on a fait un programme de près de 23 millions de dollars sur 5 ans. J'étais directeur de ce projet-là jusqu'à 2020. Ensuite, depuis maintenant, je suis à la coordination de la coalition Nourrir l'humanité durablement. C'est un chemin, on va dire, sinueux, mais qui nous amène vers toujours toutes sortes de découvertes et d'apprentissages. Je l'ai dit, ce n'est pas des termes qui sont étrangers pour vous, loin de là, mais je veux juste en quelques instants revenir sur certains concepts de ces 4 grands concepts. Et c'est intéressant parce que quand on discute dans le milieu, par exemple avec nos intervenants ou nos partenaires de la coopération au sein de l'ACOSI, l'Association pour la coopération internationale, l'Association québécoise des organismes de coopération, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on parle d'autonomie. Ici, à la chaire, plutôt au chantier, on parle de sécurité alimentaire. Et vous allez le voir, avec la proposition qui a été déposée à la coalition, la diversité agricole et alimentaire est un thème important. Donc, juste très rapidement, encore une fois, je sais que ce n'est pas étranger, la présentation sera disponible déjà. Notre ami Élie est là, il pourra vous la redistribuer. Évidemment, autonomie alimentaire, comme on dit, peut être atteinte lorsque la valeur marchande de ce qui est produit sur un territoire est inférieure ou égale à la valeur marchande de ce qui a été consommé. La coalition prétend augmenter l'autonomie, on s'entend. Augmenter ne veut pas dire atteindre une autonomie totale, mais augmenter, tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a une vision assez large là-dessus. La question de sécurité alimentaire, c'est la base de toutes nos discussions, de tous nos travaux, évidemment basée sur la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Donc ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'enjeu, tout le monde travaille là-dessus. Et évidemment, on lutte contre l'insécurité alimentaire. Je pense entre autres à nos collègues aussi de l'Université McGill, avec qui l'Institut sur la sécurité alimentaire mondiale, avec qui on a développé des outils pour mesurer l'insécurité alimentaire. La souveraineté, évidemment, c'est un élément plus politique, stratégique. C'est un grand rêve qui a été défini en 1996 au Mali, justement, et qu'on définit comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux États et aux groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées. Alors là, c'est intéressant parce que même si au sein de la coalition, vous n'entendrez pas nécessairement souvent le mot souveraineté alimentaire, mais ce qui est écrit en jaune là, c'est exactement ce que l'on poursuit. Définitivement, c'est notre grand objectif. Je vais y revenir. En termes de droits des États. Enfin, la diversité agricole et alimentaire, c'est l'élément qui est un peu inséré dans le débat. La diversité agricole ici alimentaire est liée à la diversité socioculturelle et elle est façonnée par différents facteurs, notamment naturels, climatiques, politiques, historiques, géographiques, socioculturels, économiques et technologiques. Vous voyez que là, ici, on embrasse plus large,
On va de l'agriculture jusqu'à l'assiette. On a le spectre, la lecture globale du système alimentaire et comment on peut, ici et là, améliorer tous les éléments et toutes les conditions pour que la population vive en sécurité alimentaire, mais aussi ait accès à une meilleure santé à travers son alimentation. Alors, c'était un bref retour rapide sur les 4 définitions. Et bien entendu, là aussi, vous les connaissez, les déterminants de l'insécurité alimentaire, puisque vous étudiez dans le domaine. Alors, ici, je n'insiste pas sur un ou l'autre, puisque c'est à l'ensemble qu'on veut, quelque part, s'attaquer. Mais là-dessus, je vais revenir. On va en reparler sur la proposition, parce qu'il y a de l'audace derrière cette coalition québécoise qui est en train de s'aimer un peu partout, on va espérer, sur la planète. Je ne reviens pas sur les déterminants, vous les avez et vous les connaissez. Le dernier rapport de l'ONU, en fait de la FAO plutôt, de 2023, présentait cette évaluation des flux de capitaux et ce qui ressort de l'étude, ce qui ressort du rapport 2023, ce sont les coûts cachés. Vous l'avez vu, ce rapport. Et les coûts cachés, c'est ce qui va venir affecter nos populations. C'est ce qui crée, entre autres, toutes les questions d'inflation. Aujourd'hui, vous avez entendu dans la vidéo tout à l'heure, Marcel Groslot, ancien président de l'Union des producteurs agricoles, aujourd'hui président de la Coalition Nourrir l'humanité durablement. Il faisait état que les producteurs et les consommateurs sont dans des situations précaires. Mais au milieu, parfois, je ne dis pas tous, là, parce qu'il y a du gris, il y a toutes sortes de nuances, il faut s'entendre, mais parfois des transformateurs, des distributeurs et des détaillants font d'excellentes affaires. Alors là, il y a contradiction, le producteur et le consommateur. Alors, vous voyez, l'idée, c'est de rendre justice tout le long du système. Ce n'est pas d'enlever dans les poches de l'un ou de l'autre, c'est de rendre justice à l'ensemble de la chaîne alimentaire pour que du producteur jusqu'à l'alimentaire. Vous allez me dire comment on fait ça? Évidemment, c'est de l'audace. C'est pas pour demain matin, c'est une proposition à long terme. La place de l'alimentation dans nos sociétés, vous en êtes, c'est-à-dire que si vous êtes dans ce domaine ou vous êtes intéressé à cette question, vous voyez qu'elle est vitale, caractérisée par les plans sociaux aussi, et diversifier les riches. Ici, il n'est pas question d'uniformiser, loin de là. Au contraire, l'idée étant de valoriser la diversité, c'est ce qui a été mentionné, la richesse locale partout sur la planète, et non de mettre en valeur des produits de X régions du monde, du nord vers le sud, du sud vers le nord, pas du tout. C'est de mettre en valeur la grande diversité locale, régionale, nationale, continentale, etc. Alors, la coalition, qui a été créée il y a quand même un bon petit moment, 2008. Elle regroupe aujourd'hui près de 60 organisations. On atteint presque les 70 organisations. Il y a encore aujourd'hui en discussion avec 3 ou 4 nouvelles organisations qui, dans les prochaines semaines, vont adhérer. Je ne fais pas d'annonce, mais il y a quand même des grands noms. Récemment, la Fédération canadienne de l'agriculture a adhéré. On va le voir tantôt avec le tableau des partenaires, des membres actuels. La coalition était beaucoup québécoise, avec la diversité que ça peut impliquer tout le système alimentaire. Mais avec la Fédération canadienne de l'agriculture, maintenant, on perce de plus en plus l'ensemble du Canada. Avec principal mandat, la promotion d'un projet de convention internationale pour la promotion et la protection de la diversité agricole et alimentaire, développé par vos collègues de l'Université Laval, la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval, avec Geneviève Parent et son équipe. On va y revenir avec la chaire et la principale. J'insiste, c'est le principal mandat, ce n'est pas le seul. L'idée, c'est de mettre la coalition étant comme un carrefour où on essaie de mettre en valeur les différentes initiatives qui permettent de nourrir l'humanité durablement, mais la proposition de convention internationale est, on va dire, le principal objectif. C'est beaucoup inspiré d'un autre processus qui a été appuyé et développé par les Canadiens et les Québécois et des Français à l'époque et d'autres pays. On parle du début des années 2000. Il y a des gens au Québec qui se sont battus pour l'exception culturelle. Qu'est-ce que c'est l'exception culturelle? C'est protéger, quand on dit l'exception culturelle, c'est-à-dire protéger le théâtre, la littérature, la poésie, le cinéma, des grandes invasions culturelles de ce monde. On peut imaginer, là, anglophone ou autre, là, mais qui envahissent. Donc, l'idée, c'était que dans les nouveaux traités de libre-échange, il y avait un volet, un secteur qui permet de protéger jusqu'à certaines hauteurs, disons, la culture locale.
Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 149 pays, c'est déposé à l'UNESCO, 149 pays, et peut-être plus aujourd'hui, qui, grâce à ça, ont pu effectivement protéger dans des accords bilatéraux ou multilatéraux certaines parties de leur culture. Au début, la coalition s'appelait la Coalition pour l'exception agricole, dans le même esprit que celle-là. Et avec le temps, elle s'est transformée en la Coalition pour la souveraineté alimentaire, pour la sécurité alimentaire, et après coup, la Coalition Nourrir l'humanité durablement depuis 2 ans. Il y a une autre expérience que je relate souvent quand je parle de l'audace qu'il y a derrière la coalition. C'est cette audace québécoise. D'abord, celle-là, avec les sessions culturelles, mais aussi celles et ceux qui connaissaient un peu les activités dans les pays du Sud et la politique canadienne d'égalité entre les genres, la Marche mondiale des femmes. La Fédération des femmes du Québec, en 1995, a organisé une femme qui s'appelait Du pain et des roses, pour justice économique, pour non à la violence, pour l'égalité entre les genres. Cette marche par la Fédération des femmes du Québec a réuni dans les années suivantes, 1995 jusqu'à 2000, des femmes de partout dans le monde pour créer en 2000 la Marche mondiale des femmes. Écoutez, ces femmes-là, pour moi, c'est des exemples, c'est des modèles, des inspirations. Encore une fois, c'est l'audace québécoise de ces femmes qui a créé un mouvement sur l'ensemble de la planète pour créer plus de justice et d'égalité. Donc, 2 exemples, l'exception culturelle, la Fédération des femmes du Québec. Les questions avec ça ne sont pas réglées à 100%, vous allez me dire, loin de là. C'est les amorces, c'est le travail qui se poursuit. La question d'égalité de genre est loin d'être réglée au moment où on se parle. Mais il y a beaucoup de comités, il y a beaucoup de structures dans le monde qui travaillent et qui sont nées autour de cette dynamique-là. La Coalition Nourrir l'humanité durablement s'inspire, et moi le premier, de ce genre d'initiative et d'audace. Donc, le cœur de la réflexion, c'est-à-dire que pour nous, la nourriture mérite un traitement d'exception au sein des échanges commerciaux, au même titre que les éléments culturels dont je viens de vous parler, c'est que la question agricole et alimentaire mériterait vraiment d'être traitée différemment que comme un bien. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un bien, donc vous voyez toutes les implications. On va y revenir. La coalition aujourd'hui, elle est riche. Elle est riche de son membership. Elle n'a pas un grand budget, mais riche de son membership. Vous voyez la grande diversité d'organisations, ça va de toutes les fédérations de production de l'UPA, ça va des transformateurs, des distributeurs, des organisations environnementales comme Équiterre, je l'ai dit, des organisations comme la Fédération canadienne d'agriculture, et on est même allé, beaucoup d'organismes de coopération internationale sont rentrés membres dans les derniers mois, années, et on est allé récemment, dans la dernière année, chercher une collaboration justement avec notre ami Ibrahima, que vous avez vu dans la vidéo, au niveau du ROPA, qui est le regroupement des organisations paysannes de 13 ou 14 pays d'Afrique de l'Ouest, en créant une coalition Nourrir l'humanité durablement d'Afrique de l'Ouest, et avec nos amis du Pérou, de la Combeagro, créer une association aussi pour partager. Donc, on essaie d'essaimer tranquillement en Afrique, en Amérique latine et bientôt en Europe, puisqu'on sera au Forum rural mondial dans quelques semaines, pour partager cette idée et s'aimer, partir du Québec et aller chercher toute cette concertation. On ne veut pas contrôler les coalitions à l'extérieur, on veut partager avec elles nos idées. Donc, derrière tout ça, je reprends. Donc, vous avez vu le mandat initial. Depuis 2014, la chaire, dont j'ai introduit tout à l'heure, a eu le mandat de développer une proposition de convention internationale. L'équipe de Geneviève Parent et toute son équipe ont analysé plus de 700 documents qui touchaient à la question du droit à l'alimentation, la question liée à l'alimentation ou à la diversité agricole et alimentaire. Et ils ont rédigé, effectivement, on va y revenir, une proposition tranquillement sur 10 ans, financée entre autres par la financière agricole du Québec et une partie, je crois, du ministère des Relations internationales du Québec pour que ce travail se fasse. C'est un travail, on va dire, de longue haleine, de recherche et d'écriture pour en arriver à quelque chose qui, on va y revenir, qui est audace. Les impacts positifs, évidemment, il faut comprendre que la coalition n'est pas contre les échanges commerciaux. Loin de là, parce que on ne va pas non plus, certains pays bénéficient très bien d'échanges et de leur valeur ajoutée s'ils ont des ressources ou tels produits. Alors, bien sûr, les effets positifs de la mondialisation, on le sait, meilleur accès physique et économique à la nourriture, une augmentation du niveau de qualité et de sécurité des aliments à travers le monde, puisqu'on a un peu permis une normalisation internationale, qui n'est pas encore là toute réglée. Alors, il faut comprendre que la coalition ne s'inscrit pas en faux complètement contre les impacts positifs d'une mondialisation. Par contre, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'effets indésirables, comme ça a été mentionné dans la vidéo,
Alors, la mondialisation a engendré dans plusieurs pays une perte de contrôle, retenez le mot, sur leur propre alimentation, pauvreté, entrave au développement de l'agriculture locale, exode rural, dépendance aux importations, perte du patrimoine alimentaire et agricole, perte des principes de base d'une saine alimentation. Vous voyez, alors même s'il y a certains effets positifs, d'accord, on voit qu'il y a énormément d'effets négatifs sur lesquels on doit se concerter et travailler. Alors, ce que ça crée comme état des lieux, un gaspillage, une sous-alimentation aujourd'hui, bon, on est à 820, peut-être plus millions d'habitants. On a appris aujourd'hui d'ailleurs que le Québec vient d'atteindre le nombre de 9 millions. Alors, quand on a vu les nécessités, juste au Québec, des banques alimentaires en ce moment, on n'est pas du tout en train de régler la situation même chez nous. Les maladies, la pauvreté, la dépendance, la perte de biodiversité qui est exceptionnelle, qui est énorme, et évidemment tout ce qui est lié à l'environnement, gaz à effet de serre et changement climatique. Donc ça, c'est l'état de la situation actuelle. Donc il y a urgence. Il y a urgence à changer le modèle pour faire échec à ce monopole des semences, à l'accaparement des sols, à la dévitalisation des territoires et des régions. On le sait, l'exode rural, la perte des sols arables, etc., l'intensification et la surutilisation des pesticides, etc., etc. Donc, on veut changer le modèle et l'idée derrière le changement de modèle, c'est de redonner aux nations, petites et grandes, et à leurs communautés, des pouvoirs de légiférer, de réglementer pour protéger leur propre autonomie, sécurité et diversité agricole, alimentaire et nutritionnelle. Ça, c'est le grand rêve, la grande vision. Je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si on ne sème pas, il n'y en aura pas d'action, il n'y aura pas d'impact dans cette direction. Vos travaux au chantier, comme dans d'autres secteurs, toutes les activités de coopération et de solidarité internationale qui se font en sécurité alimentaire vont dans cet esprit-là. Mais ici, on travaille dans une perspective juridique. Donc, c'est pour ça qu'on dit il est présentement important de fédérer la mobilisation et soutenir les gouvernements dans une approche mondiale. Oui, je vous entends déjà dire, c'est audacieux, c'est encore une fois extrêmement complexe quand on voit l'ensemble des acteurs que ça implique. Et l'angle d'attaque, c'est le droit, pour l'instant. Comme on a parlé de la relation avec la chair, qui est pour nous le pan extrêmement fondamental de tous nos travaux. Alors, le défi, c'est de renforcer le cadre juridique international et ça pourrait passer par l'adoption d'un instrument juridique international sur l'alimentation durable qui, dans ce cas-ci, relèverait de la FAO, contrairement à l'exception culturelle qui, elle, relève de l'UNESCO. Dans ce cas-ci, on pourrait relever de la FAO. C'est une hypothèse, on s'entend. Ce sont des hypothèses de travail et de plaidoyer. Alors, pourquoi réfléchir au droit international? Bon, je pense que ça va un peu de soi et beaucoup des activités de sensibilisation des populations vont un peu dans cette direction, qui prend acte du potentiel du droit international pour insuffler des changements concrets et la Convention qui répond donc aux lacunes du droit international public en définissant un cadre général contraignant et universel. Évidemment, le mot contraignant, on le sait, parce que souvent des ententes internationales, des pactes internationaux ne sont pas contraignants. Là, ici, la proposition, on s'entend, c'est une proposition, c'est un outil de négociation pour le moment, irait jusqu'à une convention contraignante pour laquelle les États devraient rendre des comptes. Cette proposition a été présentée à Québec le 16 novembre dernier. 16 novembre dernier, on a fait le lancement officiel après presque 10 ans de travaux. Elle est là. Elle est d'ailleurs accessible sur la page web de la coalition Nourrir l'humanité durablement ou de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire. Vous avez accès à des versions françaises, anglaises et espagnoles de cette convention internationale. Donc ici, je ne peux pas en faire le détail, on va regarder principalement des objectifs et des principes qui sont derrière tout ça. Mais ce lancement, pour nous, marquait un moment extrêmement important parce qu'à mon arrivée à la coalition, on discutait avec d'autres organisations, on recrutait d'autres organisations membres, mais ils nous disaient « Oui, mais c'est quoi votre projet? » Et là, on avait cette difficulté, je dirais au moins, de ne pas pouvoir, à cette étape-là, la partager. À partir du 16 novembre, c'est un outil qui est accessible à toutes et à tous, gratuit. Je le répète, c'est une proposition. C'est un outil de débat et de discussion qu'on souhaite amener le plus loin possible pour qu'un jour des États se les approprient et convoquent des discussions.
Mais comme l'a dit Jean-Louis Rastoin dans la vidéo, c'est la société civile qui doit pousser les États, qui doit amener le plus de citoyens possible à réfléchir et à amener les États à réfléchir sur tel enjeu. C'est un peu le rôle que la Fédération des femmes du Québec a fait avec la Marche mondiale. Mais ici aussi, il y a tout un travail de mobilisation, sensibilisation, éducation pour que cet enjeu arrive à l'agenda international et devienne éventuellement une proposition. Évidemment, tout ça, c'est encore une fois très long terme. Mais si on ne s'aime pas, on n'a rien. Les grands objectifs derrière la proposition que vous pourrez lire, que je vous invite à aller regarder, à aller la chercher, vous en inspirer dans vos travaux. Protéger et mettre en valeur la diversité agricole et alimentaire dans le but d'atteindre une sécurité alimentaire durable. Donner aux considérations sociales, culturelles et environnementales liées à la sécurité une place importante en droit international. Soutenir la transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables. Donc, vous voyez que la question de transition, elle est importante en termes de changement climatique. Garantir une alimentation saine, nutritive et culturellement adaptée pour tous. Mettre en valeur les liens entre la diversité agricole et alimentaire et les défis mentionnés. Appuyer un développement agricole et rural durable, adapté aux caractéristiques des territoires ruraux. Juste dans ces 6 grands objectifs, vous voyez tout de suite, il y a pour des millions, sinon des milliards de dollars d'activités. Il se fait des choses au moment où on se parle dans tous les pays. Il se travaille des éléments, des politiques, des structures qui réfléchissent, qui travaillent. L'idée, ça va être d'aller un peu plus loin pour avoir une approche plus holistique, plus globale de l'ensemble de toutes ces questions. C'est loin d'être simple, bien sûr, même dans la proposition. Ce que vous allez retrouver dans la table des matières, c'est qu'il y a aussi une disposition, par exemple, je ne lirai pas tout ça parce que vous voyez comment ça peut être compliqué, là, on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais il y a même des dispositions institutionnelles, c'est-à-dire la conférence des parties qui serait créée et un comité qui serait créé à la FAO pour régir et faire le suivi. Les États devraient rendre compte sur l'avancement de ce à quoi ils se seraient engagés en signant une éventuelle convention. Évidemment, le jour où il y aura une convention de signer, ce ne sera peut-être pas 100% de ce projet, ce sera peut-être 65%, 80%, peut-être 25%, mais si ça a servi à créer la discussion et l'échange et à obtenir un jour ce genre de proposition, bien, une grande partie de l'objectif aura été atteint, je pense. Enfin, les principes, vous allez trouver d'ailleurs dans ce document les principes directeurs qui sont absolument inspirants. Je ne les mentionnerai pas, mais qui à partir de la recherche qui a été faite, là, mais ça reprend un peu, beaucoup d'ailleurs, des champs de travaux, des champs de recherche dans le secteur universitaire et dans le secteur de la solidarité et de la coopération internationale. Bien sûr, réaffirmer la souveraineté, les droits et les obligations des États en matière de sécurité alimentaire, reconnaître des droits aux agriculteurs, éleveurs, pasteurs et pêcheurs. Il y a tout un secteur, un chapitre sur la question des pêcheurs. C'est nouveau, mais c'est extrêmement important. Soutenir la transition vers des systèmes alimentaires résilients, durables et équitables. Garantir à toutes et à tous une alimentation suffisante, saine, nutritive, culturellement adaptée. Des éléments qui se répètent dans les apports. Ça, c'est les apports que la Convention viendrait apporter, contribuerait aux sociétés, aux États. Établir un équilibre entre la composante mondialisée et territorialisée de l'alimentation. Établir un équilibre entre les considérations non commerciales et commerciales, ça le dit. Instaurer enfin une gouvernance alimentaire inclusive et participative à diverses échelles. Vous voyez un peu le niveau de l'audace. Vous voyez le niveau du rêve. Qui ne rêve pas? Dans vos travaux, vous penchez sur une question parce que vous souhaitez ce qu'il y a là, mais dans une approche parfois technique qui va apporter des contributions. Et tous ces travaux-là sont importants. Ils s'inscrivent dans cette démarche. Il y a pour moi, je dis toujours, il y a des milliers de façons de nourrir l'humanité durablement. Il faut les mettre ensemble, il faut les concerter, il faut que les États aient plus d'outils, de meilleurs outils juridiques pour défendre leur agriculture et leur alimentation, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je pense à des situations où j'ai vu lors de catastrophes humanitaires où on va importer des quantités de grains ou d'aliments du Nord en tuant l'économie locale ou l'agriculture locale. J'ai vu des situations comme ça en Amérique centrale où les paysans perdaient des récoltes, pourrissaient, alors parce que le maïs ou les haricots étaient donnés. Alors, ce n'est pas la bonne façon, encore une fois. Même en période de catastrophe, on doit regarder localement. Des exemples comme ça, vous en avez, et il y en a plusieurs sur lesquels on pourrait revenir.
Quelle est la stratégie de déploiement de la coalition? Je ne passerai pas tout ça, mais vous voyez que depuis 2022-2023, il y a eu plusieurs présences, activités. On était d'ailleurs présent au Forum mondial d'économie sociale et solidaire à Dakar en mai 2023, où on a justement lancé la coalition Nourrir l'humanité durablement avec nos collègues d'Afrique de l'Ouest. Évidemment, notre président a participé à l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation mondiale en Afrique du Sud. Le lien avec la Combe-Agro. En septembre dernier, on a créé un comité scientifique pour un peu travailler et réfléchir comment on peut enrichir ce travail et dynamiser et aller chercher plus d'expertise qui vont venir bonifier l'intervention. Le lancement du 16 novembre dernier. Enfin, la stratégie à plus proche échéance, on va dire, cette année. Bon, en février, oui, la présentation à l'Assemblée générale de la Fédération. Nous serons présents à la 8e conférence c'est la conférence globale, en fait, du Forum rural mondial en Espagne au mois de mars. Le rendez-vous annuel, la coalition fait un rendez-vous de tous ses membres à chaque année. On fera un rendez-vous le 9 avril où on débat, on échange, c'est un peu l'Assemblée générale et la réflexion. Alors, si chacune parmi vous représentiez un État, mettez-vous un État en tête, le vôtre ou un autre, est-ce que vous voteriez pour ou contre ce genre de proposition audacieuse avec les pouces? Est-ce que j'ai des votes pour? Est-ce que j'ai des votes contre? Évidemment, il y a du débat, hein? C'est ça qui serait intéressant. Il y a à débattre et c'est ça qu'il y a derrière l'équipe et le conseil d'administration. Je vous invite à aller voir la page web de la coalition Nourrir l'humanité durablement. Les travaux sont en cours, sont en route. Je vous l'ai dit, hein, je suis le seul employé à mi-temps. Hein? Mais pourtant, il y a plein d'éléments qui se font, il y a plein de représentations qui se font ici et là pour qu'on puisse poursuivre ce travail de concertation dans une perspective de justice alimentaire. Merci beaucoup, Richard. Je ne sais pas quel temps j'ai pris, Mais c'est parfait, tu es dans le temps. Maintenant, c'est la période questions-réponses, commentaires. Sentez-vous à l'aise, vous pouvez mettre ça dans le chat ou bien prendre la parole. On commence par Carole. Oui, allez-y. Oui, je suis une briseuse de glace. En fait, je voyais dernièrement qu'on a donné une personnalité juridique à la rivière Macpail au Québec. Oui. Puis il y a comme un mouvement de la personnalité environnementale qui se développe. Puis je me demandais s'il y a des choses qui peuvent entrer dans ce type de démarche-là pour justement là, le projet là, que vous portez. Écoutez, je ne suis pas juriste, mais c'est une excellente question. Je ne suis pas juriste ni spécialiste en droit de l'environnement, mais cet exemple-là au Québec est extraordinaire, là, la personnalité de la rivière Macpail. Et je vous ramène aussi à l'Équateur, qui a enchâssé dans sa constitution en 2008 les droits de la terre, les droits de l'environnement. Alors, on peut aujourd'hui, si une pétrolière, si d'autres compagnies, une minière, on peut aller à la Constitution et bloquer certains projets, évidemment avec des mesures qui seraient complexes, mais qu'on doit donc protéger cette terre. Donc, faudrait reposer la question à Geneviève. Ce n'est pas dans le texte actuellement, la question droit à la terre. Est-ce que la terre pourrait avoir ce genre de droit? Mais en bout de ligne, je pense que si déjà ces éléments-là aboutissaient dans une convention, ça aurait un certain impact du genre. Mais bravo pour la question. Puis c'est à suivre la question de la rivière Macpail, qu'on appuie d'ailleurs. Merci, Carole. Question, réaction, Amélie? Après, Annie, tu veux parler, c'est ça? OK. Vas-y, Amélie, ton micro est fermé. Tu avais bien dit Amélie, OK, oui. Oui. OK. Bonjour, Monsieur Simard, merci pour la présentation, puis bravo pour votre carrière. Écoutez, on partage la même profession là. Je suis nutritionniste également. Il y en a d'autres dans la salle. Puis, ma question, c'est drôle parce que j'avais en tête, un peu comme Madame Couture, l'eau. Parce qu'on le sait, en tant que nutritionniste, on le répète, c'est vraiment
euh, indispensable. C'est la meilleure boisson là, qu'on puisse boire. Puis on le sait, on en a discuté déjà avec Madame Parent au cours du forum, du colloque qu'on a fait en sécurité alimentaire. Mhm. Puis on est au courant que le cadre juridique, bon, on vient de le dire, c'est différent pour ce qui est des aliments qui sont produits. Mais je me demandais dans votre plaidoyer, est-ce que vous vous rapprochez justement peut-être de d'autres organisations qui font plaidoyer avec l'eau? Est-ce que vous rappelez cet enjeu-là aussi de l'eau qui est un aliment finalement, qui est à la base de notre alimentation, mais aussi de l'agriculture? Mm. Excellente question. Dans la mesure où le rapprochement se fait, entre autres, avec les organisations environnementales, je pense à Équiterre, entre autres, et d'autres qui commencent à se rapprocher, là, qui commencent à poser des questions. On ne peut pas écarter la question de l'eau, bien sûr. C'est peut-être pas effectivement noir sur blanc dans la proposition, mais on ne peut pas l'écarter. Et dans les projets d'ailleurs de coopération, même je vous parlais du projet IMSA, la question de l'eau était cruciale. Hein. Il y avait un bon budget pour tous les aspects liés à l'eau, l'accessibilité, la qualité pour la production et pour l'alimentation. Donc, dans ce cas-ci, moi, je n'ai pas la réponse là, à cette grande question, mais je me souviens de mon premier échange avec Colleen Turp, la directrice générale d'Équiterre, que je Ben, j'ai connaissais. travaillé pour Équiterre en passant. Ben voilà. Et je Alors, collabore avec eux souvent. ben, Oui. ma première conversation avec elle, parce que quand je suis rentré comme coordonnateur, je suis allé rencontrer différentes organisations, on va dire les pivots, là, les AC, et Équiterre était un peu incontournable, et ils étaient membres. Mais Équiterre avait certaines, on va dire, réticences envers certaines approches UPA et certaines approches agricoles, etc. Et là, pendant une heure et demie, on a débattu, puis j'ai dit à Colleen, ben, sors-moi tous tes éléments. Puis c'est sûr que la question de l'eau, la question de la protection des territoires agricoles, la question, elle a sorti beaucoup de questions. Puis à la fin, moi, j'écoutais, puis je prenais des notes. Puis à la fin, je disais, est-ce que je peux compter sur votre appui? Puis elle m'a dit avec un grand sourire, Richard, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la coalition ne va pas prendre toutes les batailles. Chaque organisation membre a sa bataille et elle va la mener du mieux qu'on pourra. Elle l'aider, le mettre en concertation ensemble, c'est correct. Équiterre est un exemple. Les détaillants qu'on a autour de la table ont des intérêts différents des producteurs ou des consommateurs. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de mettre ensemble nos intérêts, mais pour avoir un tronc commun d'intérêts. Alors, non, la question de l'eau, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Non. Mais les groupes qui sont membres, je pense qu'il y a une douzaine d'organisations de coopération internationale, ils travaillent tous sur les questions de sécurité alimentaire ou d'agriculture. Et l'eau, l'UPADI est là. l'UPA Développement international est avec nous, ils sont très actifs et l'eau est incontournable. Donc, tant qu'on épouse toutes les causes, la coalition veut être un rassemblement de différentes organisations qui, elles, ont leur propre cause et leur propre agenda et leurs propres objectifs et ressources, etc. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Pour arriver à l'approche la plus holistique, comme vous avez Oui. mentionné tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Merci Amélie. pour merci. Annie, est-ce que tu voudrais parler? Annie, vas-y. Tu parlais de moi? Bien, c'est bien ça? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. Je suis également une fière représentante de la profession de nutritionniste. Mais j'ai une mini-réaction, un mini-commentaire et ensuite une mini-question aussi. Une réaction vraiment positive dans le sens où, vous faites souvent état de l'audace qui a été requise pour développer la proposition là, de convention internationale. Puis en même temps, à la lumière de tout ce que vous avez mentionné en préambule, on dirait que j'en ressors avec l'impression que ça reflète en même temps le degré d'obstacles, de défis, d'enjeux qui se sont dressés à l'échelle globale depuis tant d'années, qui sont devenus tellement massifs, tellement lourds pour les nations, pour les communautés, qu'en même temps, en contrepoids, ça justifie d'autant plus une audace avec autant de volets et une convention qui souhaite aller aussi loin. Donc, en ce sens, j'admire beaucoup là, cette approche-là. Puis, peut-être que vous l'avez mentionné brièvement, j'ai peut-être pas eu le temps de bien cibler sur la diapo, donc je m'excuse si c'est moi qui ai manqué l'info, mais ultimement, vous disiez avoir comme objectif, là, bien sûr, de faire adopter cette proposition par la FAO. Puis est-ce que vous avez eu comme une forme d'écho de la FAO elle-même, que ce soit des questions, est-ce qu'ils ont accusé réception ou des débuts de contact ou des débuts de réaction ou quoi que ce soit à cet égard-là, s'il y a lieu, là, c'est peut-être pas à ce stade-ci encore.
Excellente question, merci Annie. Par rapport à l'ampleur, tout à fait, je partage tout à fait votre impression, puis c'est pas simple à aborder, hein. C'est un paquebot, puis il est dans une grande, grande tempête, on va dire. Donc, mais ça, quand j'entends les gens autour de la table, entre autres Marcel Groslot, Gérald Larose qui est avec nous, ou les autres intervenants, ou les gens avec qui je parle dans les pays alliés, c'est pas ce qui va arrêter les gens de continuer de lutter pour qu'il y ait une meilleure justice alimentaire, une justice économique et alimentaire, on va dire. Donc, ça, c'est une partie de la question. Par rapport à la FAO, la proposition a été divulguée le 16 novembre, Noël après, et on est janvier. Alors, Geneviève a des contacts à la FAO. Les gens de l'UPADI ont des contacts à la FAO. Les gens autour de la table ont des contacts à la FAO. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont eu écho. On a eu quelqu'un de l'ONU qui était au lancement et qui a apporté un peu un aspect critique et constructif à la démarche. Alors, on en est encore, parce qu'il faut être stratégique. Il ne faut pas arriver puis déposer ça puis s'en aller. Il faut être extrêmement stratégique. Ce qu'on veut, c'est augmenter la voix des populations, hein, qui est un message plus fort des populations. Quand on parle d'une coalition, 70 organisations aujourd'hui, moi, quand je vais chercher une autre organisation, cet après-midi, je rencontre une organisation à Sherbrooke, je leur dis, c'est pas ton logo qui m'intéresse. C'est que tu prennes ça et que tu sois porteur, que vous soyez porteur dans vos membres, dans vos organisations. Il y a les syndicats qui sont avec nous. Et pour que ça devienne contagieux, que la force, que le message soit porteur. Au Québec, au Canada, un peu partout en Europe, pourquoi on sera présent au Forum rural mondial à Bilbao en mars? C'est que justement, la FAO est là. Mais est-ce que c'est le moment de leur déposer? Pas nécessairement. Il faut continuer de contribuer, il faut continuer de s'aimer et aller parler des Asiatiques, des Africains, des Européens pour continuer à avoir un message plus fort. Et un jour, ça va arriver. Mais il faut y aller de façon stratégique. Et c'est sûr, si la FAO reçoit ça aujourd'hui, ils vont dire, il n'y a pas question qu'on signe ça. L'idée, c'est pas de signer ça. L'idée, c'est de commencer la réflexion comme il y a une convention internationale sur la biodiversité et une sur les changements climatiques. L'idée, c'est un peu de démarrer ce genre de réflexion pour extraire, comme c'est mentionné dans la présentation, la question agricole et alimentaire de certains accords. Pas simple, pas simple. Mais encore une fois, écoutez un Marcel Groslot en parler, écoutez les gens du Sud nous en parler. Il est urgent d'agir. Il est urgent de changer et, comme on le dit dans la présentation, de changer la donne, de mener ses efforts, quoi. Mais donc, ça va venir et on sera à l'écoute de leurs commentaires. Merci beaucoup. Merci Annie. Alassane, tu avais levé la main. Micro, Alassane. Le micro. Oui. Okay. Merci Eddie de m'avoir donné la parole. Donc, merci M. Simard, vraiment de votre présentation très pertinente. Donc, qui a fait ressortir beaucoup d'éléments dont nous, étudiants en sécurité intérieure, on a besoin. Bon, comme vous l'avez dit dans votre présentation, donc le fait de recourir à l'outil, au droit international, donc pour faire face donc au système alimentaire aujourd'hui qui est désorganisé, donc c'est une possibilité. Mais moi, je dirais que je ne suis pas trop optimiste vis-à-vis donc le droit international. Et je peux m'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, comme élément éléments pouvant déstabiliser donc notre système à l'égard par exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui donc, les pays pauvres donc sont en train de payer les pots cassés. C'est comme si, moi, de ma compréhension, c'est comme s'il y a un système qui est mis en place donc par les gros décideurs ou bien par les grands décideurs pour donc freiner l'agriculture familiale. Aujourd'hui, ce que nous vivons actuellement dans les pays, par exemple, en voie de développement, donc c'est des problèmes. Donc il y a un système qui est là, comme si qui a corsé donc le circuit alimentaire. Aujourd'hui, par exemple, le fait que les prix sont élevés, cela est dû du fait que donc il n'y a pas une libre circulation des aliments comme il se faisait donc un bon moment. Donc face à donc ces problèmes-là, est-ce que vous avez essayé donc de mettre en place des stratégies pour vraiment essayer au niveau de chaque pays que ce droit soit respecté, que les lobbies ne soient pas derrière donc ces éléments juridiques-là, donc pour donc encore continuer à freiner donc le système alimentaire
que vous souhaiterez quand même qu'il soit donc durable. Merci Alassane pour votre question. Évidemment, si j'avais la clé, je serais déjà prix Nobel ou l'équipe derrière nous, on serait accueillis à Stockholm. Mais vous comprenez que les travaux, et on n'a pas de capacité de pénétration dans chaque pays et tout ça, on n'a pas cette capacité du tout. L'idée, c'est encore une fois d'essaimer, de partager l'idée de continuer d'établir des réseaux et des contacts qui vont dans l'esprit, dans le message. Alors oui, les barrières, les contraintes sont là, économiques, structurelles, les lobbies, c'est complexe. Mais la grande question, Alassane, c'est est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce qu'on doit s'arrêter de réfléchir et de travailler ensemble? Est-ce qu'on doit laisser aller le système et dire, bon, ben, ça va régler le problème tout seul? Non. On doit justement se concerter de plus en plus. La coalition est un exemple. Je l'ai dit, il y a plusieurs chantiers, plusieurs niveaux de réflexion qui se fait en ce moment sur la planète et c'est à ça qu'il faut contribuer. Donc, c'est pas demain, la veille, que ce sera réglé. On s'entend là-dessus. Les guerres, les conflits, la situation, la crise économique, la crise climatique, on le sait. Mais si on ne fait rien aujourd'hui, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aura atteint? Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on aura atteint? C'est ça l'horizon. C'est pas 1 an, 2 ans, 6 mois, là. Faut comprendre, il y a des urgences. Et ça, c'est d'autres intervenants qui sont là. C'est le PAM ou c'est d'autres structures qui sont là en train de régler ces urgences. On est d'accord, il faut le faire. Mais la coalition et son intervention se situent à une échelle beaucoup plus longue et complexe. Mais est-ce qu'on doit baisser les bras? C'est ça la question, Alassane. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous ne baissez pas les bras et vous continuez de travailler dans le bon sens. On ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Autre question, réaction? Geneviève? Après, on va prendre une dernière intervention. Geneviève? En fait, c'est un commentaire. Je veux vraiment juste vous saluer pour l'audace, justement, que vous avez dans ce que vous faites puis dans les objectifs que vous poursuivez. Parce qu'en fait, quand on entre dans le milieu de la sécurité alimentaire puis qu'on vogue dans ce milieu-là puis qu'on essaie de changer les choses, c'est souvent ça, la législation, qui est un peu le frein à ce qu'on est capable de faire. Puis on dirait qu'on reste dans un statu quo en changeant ce qu'on est capable. Puis ce frein-là reste devant nous comme un mur qu'on n'est pas capable de défaire. Puis je pense que ce que vous faites actuellement, c'est un mouvement dans ce sens-là pour être capable de briser ces murs-là pour que ceux qui ont de l'intérêt et ceux qui ont aussi le désir de voir changer les choses aient un outil pour lequel avoir de l'espoir qu'un jour, ça va pouvoir aller plus loin. Fait que bravo, puis je connaissais pas la coalition, mais je suis bien contente de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Merci, merci. Et c'est vraiment l'esprit qui anime Geneviève Parent et son équipe et d'autres qui s'agglutinent. Quand on parle du comité scientifique, on a des gens du Sénégal, de McGill, de France et qui commencent à essaimer, à discuter. Puis c'est exactement ça. Et c'est ce mur juridique-là auquel on doit tranquillement s'attaquer. Et encore une fois, je l'ai dit, ça va être long et complexe, mais les gens sont là, les idées sont là. Il faudra trouver des ressources, il faudra trouver plus de monde, il faudra plus de plateformes et d'invitations comme celle d'aujourd'hui, que je salue et je remercie d'ailleurs le chantier et Élie. C'est une très belle opportunité pour nous. Évidemment, ici, le membership, c'est au plan organisationnel. On a des membres individuels, mais ce sont des organisations qu'on veut qui adhèrent et qui épousent la cause et qui se l'approprient graduellement et qui mettent en valeur aussi leurs initiatives en termes de comment on peut nourrir mieux l'humanité durablement. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on se situe. Mais merci, je suis très heureux que ça puisse répondre à certaines de vos inquiétudes. On n'a pas réglé la question aujourd'hui, les amis, on est conscients. Moi, je veux bien, Élie, recevoir les invitations et participer aux autres dîners, conférences, ça m'intéresse. Parce que je sais que je vais entendre des choses, toutes sortes d'initiatives, toutes sortes d'éléments de recherche qui se font. Et c'est à ça qu'on peut nous s'inscrire et à participer et diffuser. Donc, je vous remercie toutes et tous. Ouais, merci beaucoup. D'ailleurs, déjà, on a pour le prochain midi conférence, on a la date, le 22 février. C'est là avec Madame Andriane Sabourin, qui est diplômée de la maîtrise et qui est coordonnatrice du projet Agro la Petite Nation, c'est ça? Oui. Le 22. Là, j'ai mis le
le visuel dans le chat, mais il me semble que est-ce que oui, je vois que c'est pas évident de l'ouvrir. Je vais vous envoyer par courriel. Et aussi la présentation de Richard, vous allez la voir aussi par courriel. Donc, je pense que ça, en tout cas, à moins qu'il y ait d'autres réactions, on a encore 1 minute. N'hésitez pas, c'est bon. Eric, Sylvie, Serge aussi. Ça va, j'avais pas mal d'informations déjà sur la coalition. OK. Mais je suis contente d'avoir entendu M. Simard en faire une bonne synthèse, un bon portrait pour qu'on sache davantage où s'en va cette coalition, puis surtout avec le travail qu'elle fait avec la chaire des DSA. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci, M. Simard. Merci beaucoup. Merci et longue vie au chantier d'avenir. Hein, Merci. Mais c'est ça, c'est des agents de changement en forme et puis on doit être alerte par rapport à ça. Et savoir qu'on se projette, bien sûr, dans la durée, dans le long terme. Important d'être sensibilisé à ces choses-là parce que, bon, c'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer, mais comme tu l'as dit si bien, Richard, si on fait rien, le statu quo, en fait, n'est pas comme l'option, quoi, à considérer. Voilà. Fait que ça fait en tout cas le tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ça n'a pas été une perte de temps de votre côté. Vous avez appris quelque chose. C'est ça le plus important. On se donne rendez-vous le 22 février à 12h30. Je vais vous envoyer par courriel les informations et la présentation d'aujourd'hui. Bonne fin de journée, au plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Et bonne journée. Merci.